Sid est un orphelin solitaire, inutile et constamment harcelé par tous à cause de sa laideur. Cependant, son existence a basculé le jour où il fut destiné à devenir le roi démon qui anéantirait le monde entier, rendant tous les méchants démoniaques avides de goûter à sa saucisse démoniaque. Tout débute par une nuit pluvieuse, où sa mère, Bébé, le dépose devant une église, priant pour sa survie. Plusieurs années après, Psy se trouve dans une gare, en route pour l'école. Alors qu'une jeune fille le dépasse, en montant les escaliers, il aperçoit un instant son arrière-train, ce qui lui grille instantanément le cerveau, n'ayant jamais rien vu de tel dans sa vie si solitaire. À ce moment précis, il aperçoit soudain une grand-mère qui a renversé ses bagages, alors il se dirige vers elle pour l'aider. Mais pendant ce temps, la vieille mégère commence à être soulevée par un adorable petit garçon, ce qui l'a fait envisager un instant de devenir une cougar. Si offre de l'aider avec ses bagages, mais elle ne veut pas déranger un garçon aussi séduisant que lui. Cependant, il insiste et commence à traîner les valises avec elle, ce qui attire l'attention de la jeune fille. Elle l'attaque aussitôt d'un coup de pied au visage, pensant qu'il est un voleur essayant de dépouiller sa grand-mère. Cela embarrasse la vieille femme, et la jeune fille s'excuse immédiatement en réalisant qu'il ne faisait que l'aider et non la voler. Elle devient alors amicale et se présente comme Hattori, une étudiante de première année à l'Académie de magie. Sei se présente à son tour, expliquant qu'il est un nouvel élève transféré. Ils montent dans le train peu après et commencent à discuter de leurs objectifs. Sei révèle qu'il souhaite devenir grand prêtre pour mener une vie pure, ce qui surprend Hattori, qui lui dit que cela signifie qu'il ne sera jamais un homme de culture. Voyant sa détermination, elle lui assure son soutien, étant issu d'une famille chargée de protéger l'empire des démons. Réalisant qu'ils ont une certaine alchimie, Sei décide de la considérer comme une amie proche, mais Hattori sort son épée et leur fait prêter serment d'être de bons amis, ajoutant qu'ils se tueraient mutuellement s'ils ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs. Quelques heures plus tard, ils arrivent à l'école et Hattori se dirige vers sa classe, tandis que Sei va à l'infirmerie pour s'inscrire. La médecin de l'école, Tori, l'accueille et lui montre la file d'attente afin qu'ils puissent tous être examinés par un canard affamé qui semble renifler de la drogue de mouton pour gagner sa vie. Quand vient le tour de Psy, qui s'attend à une prédiction de grand prêtre, le canard déclare soudain qu'il deviendra le roi démon, le choquant profondément. Il se demande si l'animal est sous l'effet de la drogue ou quelque chose de similaire. Mais le canard répète la même chose sans cesse, effrayant toute la classe. Basé sur l'histoire d'un terrible roi démon ayant vécu autrefois, Sei sent toutes ses ambitions anéanties, mais Tori lui dit de ne pas trop s'en faire. Cependant, elle l'informe qu'il deviendra la cible de certains fanatiques religieux de l'école qui pourraient politiquer et comploter pour le tuer ou lui tendre des pièges dangereux. Elle l'emmène à sa classe, étant la professeure principale, et le présente devant la classe qui se trouve être la même que celle d'Hattori. En le voyant, la classe devient chaotique, tous étant terrifiés d'avoir le fléau de l'humanité parmi eux. Certains murmurent même qu'il peut rendre une fille enceinte juste en la touchant. Et voyant tout cela, il décide de prendre la parole pour se défendre. Il prononce un court discours puissant, tel Theodore Roosevelt, mais il fait malheureusement écho au même discours que le précédent roi démon, conquérant du monde, avait tenu 100 ans auparavant, effrayant encore plus ses camarades. Tori lui dit de se taire et de regagner sa place au fond de la classe. Plus tard, pendant le cours, il se dit qu'il doit convaincre Hattori, au moins, car elle le snobe depuis son entrée. La professeure principale a demandé qui serait le délégué de classe puisque c'était un nouveau semestre. Elle a demandé à Hattori si elle voulait le refaire. Mais avant qu'elle ne puisse se lever, un idiot, l'air à peine sevré, nomme soudainement Sei. Il ajoute que Sei, en devenant délégué et en faisant de bonnes actions pour l'école, est le meilleur moyen de prouver qu'il n'est pas le roi démon. Hattori est à ce point en colère qu'elle atteint presque les 100 degrés Celsius. Voyant cela, Sei se lève vite pour refuser, offrant d'être au comité de nettoyage. Alors qu'il pense que cela implique balayer et faire la vaisselle, la prof le sidère en disant que le comité est composé de Kitman protégeant les secrets de l'école. La classe est encore plus horrifiée, et tandis que Psy essaie de trouver comment échapper au pétrin dans lequel il vient de se fourrer, Hattori saisit son épée bâton, elle s'approche immédiatement, fumante comme si elle était sur le point d'imploser. Elle lui rappelle leur serment, le choquant, car il n'avait pas pris cette chose très au sérieux auparavant. Elle invoque un autre bâton épée, le lui donne et le défie en duel. Celui qui gagne devient le délégué de classe, le sidérant. Le petit garçon s'avance pour soutenir Sei, affirmant être déjà tombé amoureux de lui, et demande s'il peut l'appeler papa, car il aimerait qu'il lui fasse une petite gâterie. Hattori, encore plus furieuse, lance aussitôt une attaque, mais Sei parvient à l'esquiver. Après quelques coups et ratés, Sei la prend par derrière. Il lui dit qu'il ne déconnectera pas son appareil tant que l'affaire ne sera pas résolue, la faisant immédiatement rougir alors qu'elle sent son arme toucher son derrière. Il essaie de la draguer avec des phrases de Reddit ringarde, mais elle est gênée quand les autres élèves crient que c'est typique d'un roi démon. Elle le repousse et le charge à nouveau, mais il saisit instantanément l'épée,
ce qui provoque immédiatement une explosion d'énergie, causant une déflagration. Toute la classe est laissée dans un triste état tandis que Sai se demande ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, des élèves signalent la situation à la présidente du conseil des élèves, qui s'amuse, espérant voir de quoi il est capable. Après cela, Miwa continue de reluquer Sai et veut monter sur sa viande, mais Sai lui dit d'arrêter. On ne fait pas ça ici, car sa viande est pour les putes, pas pour les potes. Il dit ensuite à Miwa de l'emmener au dortoir des filles, car il veut voir Hattori, et en arrivant là, il doit se faufiler jusqu'à sa fenêtre. Pendant ce temps, dans sa chambre, Hattori se demande comment il a failli la séduire avec ses mots d'avant, et soudain, on frappe à sa fenêtre. Elle se met de nouveau en colère en le voyant, et le chasse vers la forêt. Sai rencontre un affreux bouffon roux qui tente immédiatement de le protéger alors qu'Hattori le charge, mais il déclenche accidentellement une puissante attaque en essayant de se défendre, provoquant une énorme explosion. Cela laisse Hattori inconsciente, ses melons exposés. Et à ce moment-là, une fille nommée Kuronei apparaît à travers un portail. Elle se présente comme une observatrice, laissant Sai se demander qui diable est encore cette personne. Coronet sort un pistolet spécial et soigne Hattori avec. Hattori reprend conscience et s'enfuit, embarrassée, réalisant qu'elle est aussi nue que vous l'êtes en ce moment. Sai essaie de la suivre, mais Coronet le bloque, disant qu'elle a des questions pour lui. Elle lui dit que Dieumacht lui a ordonné d'observer en raison de l'incident qui vient de se produire. Elle ajoute qu'avant de pouvoir poser les questions, le directeur doit être présent. Et en entendant cela, le singe roux est choqué. Elle devient immédiatement invisible et s'échappe, laissant son armure scénaristique et sa culotte en souvenir. Kuroni l'identifie comme Kina, une de ses camarades, surprenant Saad, mais il se demande pourquoi elle est partie nue. Au bureau du directeur, Kuroni rapporte qu'après avoir observé Sai, elle a découvert qu'il n'avait jamais eu de mauvaises intentions envers Hattori, surprenant Sai, et le faisant se demander si elle pouvait lire dans les pensées. Cependant, elle répond qu'elle peut analyser les émotions, et le directeur déclare soudain qu'il pourrait vraiment être le roi démon à l'avenir. Mais Sai en a marre d'entendre toutes ces conneries. Le directeur lui dit ensuite que pour éviter des ennuis, il a dû demander au gouvernement d'envoyer un observateur pour le surveiller et le protéger, choquant Sai, qui réalise que sa vie à l'école est sur le point de devenir encore plus misérable. En sortant, Tori lui dit de voir cela d'un bon œil, et il répond que la seule chose qu'il peut voir en ce moment, ce sont ses atouts. Elle lui demande ensuite de venir lui raconter en privé, dans son bureau, tout ce qui s'est passé plus tôt. Il commence à expliquer, disant qu'il avait mis toute sa force dans la longue épée en bois, ce qui avait provoqué une grande masse de pouvoir à monter, entraînant une libération incontrôlable partout. C'est dit ensuite qu'il voulait seulement utiliser un peu de magie pour se défendre, mais que cela a dégénéré. En entendant cela, Tori explique que sa capacité à manipuler le mana est plus puissante qu'il ne peut le contrôler. Elle mentionne qu'ils ne peuvent pas faire grand chose puisqu'il est le roi démon après tout. Mais le gars ne veut plus entendre ces bêtises. Tori lui donne un passeport ou je ne sais quoi, ce qui lui permet de passer des appels télépathiques avec qui il veut. Il retourne dans sa chambre cette nuit-là, et Coronès se tient là avec lui, lui demandant de lui donner des ordres. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, lui demandant d'aller dormir aussi, mais juste au moment où il s'allonge pour dormir, il trouve soudain Coronet à côté de lui, avec sa chemise de nuit suspecte, ce qui le met immédiatement mal à l'aise. Il lui dit de se lever, avant que son magnum ne le prenne. « Allez mec !» Alors elle quitte le lit, en disant qu'elle dormira dans l'armoire à la place. Cependant, Sai la remarque en train de le regarder, et il demande ce que diable. Elle s'enferme. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, elle recommence à le surveiller. Le lendemain, en route pour la classe avec Miwa et Kuronei qui le suivent, il rencontre soudain Eitu, la responsable du dortoir des filles. Elle lui dit que Kuronei lui a raconté tout ce qui s'était passé la nuit d'avant, et lui prend la main, disant qu'elle est si soulagée de le voir en personne. Elle lui dit ensuite que puisqu'elle est la responsable, elle sait aussi très bien s'y prendre, et qu'il peut venir quand il veut. Qu'entendez-vous par là ? Elle part et Sai se sent bien qu'il y ait enfin quelqu'un qui comprenne ses difficultés. Quelques heures plus tard, Sai va aux toilettes et Korra le suit, laissant les autres gars incertains quant à la taille de leur outil. Pendant ce temps, aux toilettes, Sai sort l'appareil de télépathie de Tori et appelle Aitu pour lui dire qu'il veut se réconcilier avec Hattori, mais qu'il ne veut pas causer plus de problèmes en allant la voir. Aitu propose aussitôt son aide et lui dit de venir, seule à la montagne, arrière, à midi, mais elle dit que Kuro ne le permettrait pas. Sai demande quoi faire de cette harceleuse, et Eitu lui dit qu'elle peut la désactiver en tirant sur sa queue. Alors après le déjeuner, Eitu le mène à la montagne arrière, mais Koro le suit quand même. Même s'il avait dit vouloir être seul, Eitu regarde secrètement ses badonkadox, se demandant où est sa queue. Cependant, elle le surprend et le traite de perdant assoiffé pour avoir regardé sa culotte. Cependant, alors qu'elle essaie de se détourner de lui, sa jupe se soulève, révélant la petite queue qu'il cherchait. Puis soudain, Coronet sent un mana étrange et puissant venant de la forêt,
Alors qu'ils se préparent à combattre ou fuir, un chien démon apparaît. Il fonce aussitôt vers eux et Coronet saisit son pistolet pour tirer, mais la balle s'écrase sur ses dents d'acier. Le chien démon continue de viser Coronet, mais Psy la sauve rapidement avant qu'elle ne soit migrée au paradis. Puis il attrape le monstre et le tient fermement. Il finit par lancer un sort et le projette sur le monstre, le transformant en chiot. Coronet se demande comment il a fait cela, et il explique qu'il est le GOAT. En entendant cela, Kurun lui dit qu'aucun mage n'a jamais fait ça, et qu'elle va l'enregistrer et le signaler. Juste à ce moment-là, ils entendent un grondement dans la forêt, et il semble que ce soit Kina. Sai essaie de lui parler, mais elle disparaît à nouveau avec son invisibilité. Kurun, ne pouvant la retrouver, va ramasser son sac, mais cela expose sa queue, que Sai tire rapidement, la désactivant. Eto apparaît aussitôt, et lui dit que Kuronei ne se souviendra de rien quand elle se réactivera. Elle lui dit ensuite qu'elle l'aidera à parler à Hattori, pour qu'elle lui accorde une entrevue, ce qui rend Sai heureux. Avant de partir, elle lui suggère de rejoindre le comité disciplinaire, et il accepte volontiers, car ce n'est pas la corvée qu'il pensait être le comité de nettoyage. À ce moment-là, elle lui donne une médecine magique, qui selon elle, les aidera, lui et Hattori, à comprendre leurs sentiments mutuels si injectés dans leur corps. Sai est assez incertain car il sait ce que la drogue peut faire à un gentleman, mais il dit qu'il la gardera au cas où. Ensuite, Sai réactive Coroned et elle ne se rend compte de rien, pensant que l'idiot lorgne encore sa culotte. À ce moment-là, Sai remarque soudain l'épingle à cheveux qu'il avait donnée à une fille plus jeune sur Kina, et il la poursuit aussitôt, se demandant si c'est elle. Il la percute accidentellement et elle tombe sur lui sans vêtements, l'embarrassant. Cependant, elle refuse de se lever de lui car elle ne veut pas qu'il voie son contenu exclusif, faisant passer cela pour du harcèlement de Sai. Elle menace de le dénoncer et il se tourne vers Kina pour lui dire qu'il n'était pas en faute. Mais elle accepte seulement s'il choisit d'être son ami, mais avec des avantages, ce qui le surprend. Pendant ce temps, au dortoir des filles, Eto appelle Hattori pour l'informer de Sai, mais elle ment sur la façon dont ils avaient menacé de la médiation. Hattori est furieuse et dit à Eito qu'elle va régler ça une bonne fois pour toutes. Après l'appel, Eito devient cynique, car c'était son plan depuis le début de frapper le futur roi démon pour qu'il devienne son garçon de course. Aito se souvient alors de sa belle relation avec son frère aîné, jeune fille. Cependant, son frère fut tué au combat et elle dut prendre la relève en tant que chef pour assumer les responsabilités de sa famille. Le frère d'Aito, mort-vivant, tête conservée dans du formol en bocal, dit à sa sœur qu'elle est devenue maléfique, mais elle lui dit de se taire et de la laisser. Elle déclare que les pouvoirs de Sai correspondent à ceux que les mages noirs cherchent, et puisqu'il deviendra le roi démon et détruira le monde, elle doit le capturer à tout prix. Le lendemain, Sai et Miwa se baignent ensemble, et Miwa ne peut s'empêcher de le reluquer comme un fou. Il félicite la stratégie de Sai jusqu'à présent pour séduire la leader publique de l'école, et ensuite l'abattre. Sai regarde, impuissant, car il ne sortira pas de ce pétrin et malentendu de sitôt. Mais Whis s'enfuit, et pendant que Sai pense à tout ce qu'il a dit, il l'entend soudain crier dehors à propos d'une dame qui insinue que son outil a la longueur du gros orteil de Shaconil. Sai va vérifier ce qui se passe seulement pour trouver Coroned près de la porte, l'observant, le surprenant. Elle demande pourquoi les humains, y compris le public d'Anaskull, s'inquiètent tant de la longueur de leur saucisse. Sai cite une déclaration de Johnny Sins, disant que les plus gros aident à frapper plus de méchants importants et à produire plus de progéniture. En entendant cela, Coroned est surprise et demande à Sai de lui montrer pour comparer avec d'autres mâles, mais Sai répond qu'il refuse. Quelques instants plus tard, Sai reçoit un appel télépathique d'Egto, qui lui dit qu'elle a arrangé un rendez-vous pour lui avec Hattori après l'école, et il la remercie, pensant qu'il fera de son mieux pour la convaincre au moins. Suite à cela, il rencontre la présidente du conseil des élèves, Riri, qui est enthousiasmée par son volontariat pour rejoindre le comité disciplinaire. Sai répond qu'on lui a dit que le comité était actuellement vide, alors il a décidé de le rejoindre. Mais quand Riri l'informe que le devoir du comité implique de tabasser les têtes dures de l'école et de s'assurer qu'ils suivent les règles, ce qui est parfait pour le roi démon, Sai réalise qu'il vient de se mettre dans un autre pétrin. Dans la scène suivante, l'école publie sur le panneau d'affichage qu'il sera désormais en charge du comité, et les élèves deviennent sceptiques, se disant que mettre le roi démon à la tête pourrait ne pas être une sage décision. Plus tard en classe, il commence à penser aux problèmes inutiles qu'il s'est créés, et il devient plus désespéré de convaincre Hattori. Mais il se demande s'il doit encore tirer la queue de Coromne pour pouvoir la rencontrer. Alors qu'il se prépare à rencontrer Hattori ce soir-là, il charge le pistolet avec la médecine magique d'Edto. Cependant, il doit se débarrasser de sa harceleuse. Alors il va s'asseoir à côté d'elle sur le lit, et essaye de glisser ses mains dans ses fesses quand elle ne regarde pas. Juste à ce moment-là,
Kina frappe à la vitre. Après être entrée, elle demande à Coroneo pourquoi elle est allongée comme ça, révélant que cet idiot cultivé lui a presque attrapé les joues plus tôt. Sai est embarrassée et change aussitôt de sujet pour le cuiseur à riz de Kina. Kina demande si elle peut le laisser dans sa chambre, mais il refuse. Cependant, elle lui dit combien elle aime le riz et veut voir un monde où tous mangent du riz ensemble. En entendant cela, Coron sort un bazooka, suggérant de mettre le cuiseur à riz dedans, mais Sai leur dit de ne pas être fou. Kina part bientôt et Coron taquine Sai, lui demandant de faire rapidement ce qu'il voulait faire. Alors le gars, faisant semblant de vouloir lui presser les fesses, saisit vite l'occasion de tirer sa queue. Il se dirige aussitôt vers l'endroit, mais juste au moment où il traverse le donjon, un idiot laid le frappe soudain à la tête avec une massue, le jetant au sol. Puis ce type stupide et Mohawk tente de le battre, mais il est soudain électrocuté, choquant les autres. Il remarque bientôt qu'ils ont capturé Miwa, ce qui le met en colère. Alors il commence à les massacrer avec ses pouvoirs sans pitié, et là, Hattori le surprend, confirmant qu'il est vraiment celui qu'ils disent. Sai essaie d'expliquer qu'il ne faisait que se défendre, ce qu'elle ne croit pas, disant qu'il utilise sa nouvelle position au comité disciplinaire pour dominer les élèves. Elle commence alors à marcher vers lui, prête à le combattre, et voyant qu'elle est un mur qui n'est pas prête à l'écouter, il sort le pistolet Daitu pour se tirer dessus et sur elle. Cependant, il réalise avec stupeur que les drogues ne sont pas là. Pendant ce temps, Hattori fait exploser une bombe fumigène et s'échappe, disant qu'elle rassemblera ses opposants et le confrontera. Pendant ce temps, Eitu, observant depuis sa chambre via une boule de cristal, est surprise de la tournure des événements et se demande comment la drogue a disparu. Son frère mort-vivant lui demande quel genre de drogue c'est, ce à quoi elle répond que c'était pour les faire l'aimer et jurer loyauté. Cependant, Etto admire sa brutalité et commence à se masturber, car elle veut aussi être punie par lui. Le lendemain, Hattori annonce un décret pour arrêter Sai, qui complote pour prendre le contrôle du monde en commençant par l'école. Elle incite à la guerre contre lui, et tous ses ennemis l'attaquent aussitôt. Il essaie de s'échapper, mais il est vite cerné, et Hattori s'approche de lui avec son épée, prête à l'achever. Juste à ce moment-là, Kina intervient soudain et fait la médiation pour Sai, disant qu'elle sait qu'Hattori l'aime, alors ils devraient tenter de finir leur combat et devenir amis. Les autres élèves sont surpris, et se sentent trahis que Hattori les ait juste impliqués dans une dispute d'amoureux. Alors ils se retournent aussi contre elle. Alors que Sai et Hattori se préparent à riposter, Kina fait signe à Coronette, et elle inonde la scène de combat de riz, rendant tout le monde heureux, réalisant ainsi le rêve de Kina. Suite à cela, Coronei analyse le riz et y détecte de la magie noire, capable de forcer quelqu'un à jurer allégeance à autrui. Il s'avère que Kiena avait retiré les drogues du pistolet lors de sa visite la veille et les avait utilisées pour préparer le riz qui a été explosé. Cela surprend Sai, qui se demande si Kiena connaissait le plan Daitu depuis le début. Pendant ce temps, des étudiantes, sous l'influence des drogues, envahissent la chambre Daitu et commencent à la toucher pour un moment un peu coquin. Le lendemain, pendant le cours de contrôle du mana, Tori demande à tous les élèves de se mettre par deux, et quand Sai se tourne vers Miwa, celui-ci se récuse rapidement, affirmant qu'il n'est pas qualifié pour être son partenaire. Pendant ce temps, Eto l'observe de loin et devient encore plus déterminé à mettre la main sur lui en s'éloignant. C'est alors qu'Hattori l'approche, disant que la professeure lui a demandé d'être sa partenaire, ce qui le rend ravi, car il pensait initialement qu'il allait être largué une seconde fois. Alors que l'entraînement commence, chacun se lançant des balles de Mena, Hattori explique à Sai tout ce qu'il doit savoir et lui passe la balle, lui demandant d'être doux avec elle pour ne pas la blesser. Il lui dit qu'il ira doucement, mais quand il renvoie la balle, tout le terrain explose, nous offrant une nouvelle vue de sa poitrine. Il se sent affreux que cela se reproduise, et Tori vient lui dire qu'Hattori a seulement perdu connaissance sous le choc mais n'a pas été blessé. Elle lui dit qu'il aura besoin de beaucoup de discipline mentale pour contrôler ce pouvoir, et lui demande s'il s'entraînera dans la chambre d'autodiscipline mentale. En entendant cela, Miwa l'interrompt, disant que la chambre est tristement célèbre pour les gens qui y vont et n'en reviennent pas vivants, mais Tori le fait taire avant qu'il ne puisse en dire plus. Elle dit à Sai qu'il n'a pas à s'inquiéter, car c'est juste comme la méditation zen. Il retourne dans sa chambre et commence à faire ses bagages pour l'entraînement rigoureux. Pendant qu'il le fait, Coronette lui dit qu'elle l'accompagnera pour pouvoir continuer à l'observer. Pendant ce temps, dans la chambre d'Eto, elle arbore un air grave, ce qui pousse la tête de son frère à lui demander ce qui ne va pas. Elle répond que Sai va à la chambre d'autodiscipline mentale. Alors elle réfléchit à un moyen de maximiser cette opportunité pour obtenir ce qu'elle désire. Son frère la traite de méchante à nouveau, mais elle lui dit de se taire. Puis elle se souvient de sa mère racontant comment il était mort il y a quelques années. Son frère avait découvert quelque chose de mystérieux lors d'une enquête, mais il est décédé avant de pouvoir le signaler. Le gouvernement a donc dû utiliser la nécromancie pour l'interroger, mais ils ont découvert qu'il ne se souvenait de rien. Cela a conduit le gouvernement à conclure qu'il avait dû avoir peur et s'était suicidé, jetant la honte sur la famille Daitu.
Sai atteint bientôt la chambre et dit au revoir à Kurone en entrant, car il doit y aller seul. Mais il est choqué quand il réalise quelques secondes plus tard que Kurone est entré avec lui. Pendant qu'il parle, il voit un paquet suspendu en l'air. Alors il essaie de l'attraper, mais ne fait que saisir le petit melon de Kina, les embarrassant tous les deux. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il pourrait avoir faim, alors elle a décidé de lui apporter du riz. Mais la porte s'est refermée avant qu'elle ne puisse partir. Pendant ce temps, Aekto s'approche de la chambre avec des balles imprégnées de magie d'illusion qu'elle prévoit d'utiliser sur Sa lorsqu'il atteindra l'état astral pendant sa méditation afin de le tromper et de lui faire jurer allégeance. Dans la chambre, Sai s'appuie contre le mur avec les deux filles accrochées à lui. Son dos trouve un point faible sur le mur et en retirant les briques, il découvre avec surprise une carte au trésor. Cependant, il n'y prête pas beaucoup d'attention et se sépare des deux filles pour commencer sa méditation. C'est alors que Kina l'interrompt pour lui dire qu'elle est pressée et sur le point de faire pipi sur elle. Bro lui donne un sac étanche à utiliser, mais elle le refuse. Alors Kurone les informe que Kina peut faire pipi dans sa bouche puisqu'elle peut le convertir en énergie en interne. Les laissant se demander si elle est saine d'esprit, Kina est encore plus pressée et elle commence à frapper à la porte comme il frappe ta mère chaque nuit. De l'extérieur, Aekto se demande s'il est déjà mentalement instable et ne peut plus le supporter. Elle se dit que cela rend même les choses meilleures. Alors elle va ouvrir la porte, s'attendant à exiger sa loyauté immédiatement, mais elle est choquée quand une dame presque sans vêtements s'enfuit comme si elle ne pouvait plus supporter sa verge. Cependant, elle voit la carte au trésor et la ramasse. Elle est choquée en voyant son contenu et le dit à Sai. Elle partira avec ça. Elle la rapporte à son frère pour lui poser des questions à ce sujet, puisque c'est son écriture, mais il lui dit qu'il ne se souvient de rien. Le lendemain, Eto reste perturbé par la carte, se demandant si son frère mentait ou non. C'est alors qu'une étrange fille s'approche d'elle pour compatir au fait qu'elle n'ait pas pu faire du roi démon son subordonné, la choquant. Eto se demande qui elle est, soupçonnant qu'elle n'est pas une étudiante. Mais la fille répond qu'elle a la permission d'entrer dans l'école avant de s'éloigner. À ce moment-là, elle entend soudain un vacarme, et quand elle va vérifier, elle voit la carte qu'elle a prise affichée à l'écran. Elle retourne rapidement dans sa chambre pour se rendre compte que la carte n'est plus là où elle l'avait mise. Au même moment, Sai et Kurone découvrent que la carte a été collée partout dans l'école, et ils soupçonnent immédiatement qu'Aekto a fait cela. Pendant ce temps, le conseil des élèves se réunit à ce sujet, et ils identifient l'endroit marqué sur la carte comme étant l'abandonné de la précédente Grande Guerre. Alors qu'Ishto accuse plus tard Sai d'avoir fait cette bêtise pour que les élèves soient contrôlés par la cupidité à la chasse au trésor, Coronet attire leur attention sur la coupable, collant les copies de la carte autour de l'école. Ce n'est autre que Kina. Eto lui demande ce qu'elle pense faire et elle répond qu'elle ne fait que donner aux élèves les informations nécessaires pour qu'ils puissent commencer à chasser les trésors. Sai rencontre Riri après cela, car la situation a empiré puisque certains idiots se sont rendus sur place et sont revenus avec des blessures. Riri lui dit de faire une annonce pour le comité disciplinaire, avertissant tout élève de ne pas aller chasser les trésors sous peine de punition. Il convoque immédiatement une réunion d'urgence et Sai se présente devant l'école pour avertir tout élève de ne pas partir à la chasse au trésor. Mais un imbécile de la foule lui dit d'arrêter ses conneries car ils savent tous que Kina, qui affiche les cartes partout, travaille pour lui. Ils commencent à le huer et à lui jeter des choses, puis la lanterne verte de tout à l'heure le charge immédiatement avec un mouvement que l'on ne trouve que dans les films chinois. Elle lui attrape le cou et lui dit d'annoncer qu'il accepte d'aller vérifier l'endroit lui-même pour prouver qu'il n'a pas tout organisé. Alors qu'elle s'éloigne plus tard, Eitu court sur les lieux pour lui demander qui elle est, Chiale, et elle se présente comme Teruya, laissant Eitu se demander de quelle forêt d'Afrique elle venait. Sai rencontre Riri à nouveau, et elle lui dit qu'il n'a qu'à enquêter sur l'endroit en retour, facile comme bonjour, mais Sai soupçonne qu'elle cache quelque chose. Suite à cela, Sai, Coronet, Kiwat et Teruya commencent leur aventure vers l'inconnu. En analysant la carte, ils trouvent le nom de Yamato Boy Hiro écrit dessus et se demandent qui c'est. Ils entrent bientôt dans le donjon et trouvent les tombes des guerriers tombés lors de la dernière Grande Guerre. Sai suggère de vérifier d'abord la tombe de Yamato Boy Hiro puisqu'elle est écrite sur la carte. C'est alors que Kurone trouve des balles usagées et commente qu'une bataille a dû avoir lieu ici. Aquasai répond qu'il n'avait aucun respect pour les morts. Entendre ces bêtises de la part d'un roi démon semble étrange à Teruya. Mais Sai déclare avec emphase qu'il n'est pas le roi démon et qu'il n'a pas l'intention de le devenir. Teruya commence à agir comme une idiote stupide et débite des absurdités de son orifice facial. À ce moment-là, Sai sort son pistolet et le pointe dans sa direction, les choquant car il pense qu'à ce que Bro va lui faire exploser son visage inutile, mais il réalise vite qu'il y a un monstre derrière eux. Pendant ce temps, Hattori se faufile comme une voleuse maladroite dans la chambre de Sai et y trouve Kina profondément endormie, mais ne trouve Sai nulle part. Elle réveille la dormeuse et lui demande si elle a une idée de l'endroit où se trouve Sai, ce à quoi Kina révèle qu'il est sorti avec Korobne, Miwa et une autre fille nommée Teruya. En entendant le nom de Teruya, Hattori sort immédiatement en trombe, car c'est très grave.
Au même moment dans le donjon, Teruya sort son épée et charge le monstre de brume. Mais elle se fait plutôt claquer. Alors elle suppliait de la venger, même s'il ne prévoyait pas de faire le moindre mouvement. Il se lève immédiatement, déclarant que bien qu'il ne soit venu que pour enquêter sur le labyrinthe, il a maintenant changé d'avis. Il tire sur la brume, l'engloutissant instantanément. Tyria est excitée et lui saute dessus. Alors qu'il lutte pour enlever son biscuit malodorant de son cou, il tombe au sol pour ne trouver que la tombe de Yamato Boy, Kiro, juste devant lui. Il commence immédiatement à fouiller la tombe et y trouve un enregistreur en forme de poupée. Il le joue et cela donne à Sai les instructions sur la façon de l'utiliser. Pendant ce temps, Eito voit aussi cela à travers son orbe de cristal, et pendant qu'elle se demande ce qu'est cet appareil, Kina se révèle. Elle dit ensuite à Eito qu'elles doivent aussi se rendre sur les lieux, ce qui pourrait l'aider à trouver plus d'informations sur la mort mystérieuse de son frère. Elle trouve cela intéressant et accepte d'y aller immédiatement. Mais alors qu'Hatori prend le chemin le plus court vers le labyrinthe, espérant rattraper Sai et les autres rapidement, elle tombe dans une fosse. Sai et son équipe arrivent bientôt à un château abandonné, et alors qu'ils le traversent, Miela entend soudain l'une des statues de chevaliers bouger. Mais Sai le rejette. Cependant, l'une attaque soudainement, mais Sai parvient à la vaincre, alors elle s'éloigne calmement. Ils trouvent ensuite un écran qui leur indique le prochain endroit où aller. Et après, Kurono les conduit à la source chaude avec ces deux étranges qu'elle a obtenues de Tenmu. Voyant l'eau, Sai entre et commence à chercher tout danger potentiel. Mais il semble qu'ils ne soient pas tous venus ici dans le même but. Tyria y voit une opportunité, alors elle entre dans l'eau et saute sur Sai avec son corps nu, pressant ses sacs de plaisir sur le pauvre garçon innocent. Pendant ce temps, Hatori, qui était tombé dans une fosse plus tôt, s'était miraculeusement retrouvé ici. Alors elle remarque les deux idiots qui jouent brutalement dans l'eau, ne réalisant pas que ce sont Sai et Teruya. Elle se lance immédiatement sur eux avec son épée, car elle ne peut pas laisser un couple opprimer son célibat. Cependant, elle réalise soudainement que c'est Sai en plein air, ce qui la rend embarrassée alors qu'elle couvre rapidement ses trésors. Elle avertit ensuite Sai de rester loin de Teruya, affirmant qu'elle est un agent impérial, le choquant. Teruya et Hatori commencent bientôt une bagarre typique de filles, et pendant ce temps, Sai remarque une bête au loin. La bête charge immédiatement les deux filles, mais Sai sauve rapidement Hatori tout en repoussant la bête. La bête revient en courant vers lui, mais alors qu'elle est sur le point de le mordre, elle s'effondre et s'endort, surprenant Sai qui pense maintenant que son sang est un sédatif. Tyria se sent affreuse que Sai ait choisi Hatori plutôt qu'elle, et elle s'enfuit. Mais avant de partir, elle lui jette une clé, lui disant de prendre l'héritage du roi démon et de juste mourir. C'est alors qu'Eto et Kino arrivent, et Eto révèle qu'elle a fait s'endormir la bête. Il découvre que Teruya avait désactivé Coronet plus tôt, et Hatori demande à Eto pourquoi elle l'a amené ici quand même. Eto exige qu'il lui montre ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent. Alors ils sortent la poupée, l'écran et la clé que Teruya vient de donner à Sai. Atul reconnaît deux des objets, et alors qu'elle se tourne vers la clé pour voir ce que c'est, un portail de téléportation s'ouvre soudainement. Elle y tombe, choquant les autres, et ils la suivent avant que le portail ne se referme, les menant à un endroit inconnu. C'est alors que Riri apparaît avec les autres membres du conseil des élèves, et elle les félicite d'avoir réussi le test, les surprenant. Riri propose d'embrasser Sai en récompense. « Tu es sérieuse ?» Mais Hatori ne l'accepte pas, alors elle crie sur Riri, exigeant de savoir ce que tout cela signifie. Cependant, à ce moment-là, Eitu commence à courir vers l'énorme structure de bâtiment devant eux, ce qui alerte immédiatement Riri. C'est tente immédiatement de la suivre, mais Riri le bloque, disant que c'est dangereux. Elle révèle qu'ils sont au niveau le plus bas, qui était autrefois la base du roi démon, et Sei ne doit pas entrer en contact avec elle. Eitu atteint bientôt la base et insère la clé dans le seau. Elle scanne ensuite sa main sur l'écran et active le seau avec la poupée, ce qui invoque instantanément un dragon, l'effrayant. Le dragon demande à Eitu si elle est qualifiée pour le contrôler, affirmant qu'il pourrait devoir l'isekai si elle ne l'est pas. Voyant cela, Sai tente d'aller la secourir, mais Riri l'arrête en disant que le dragon ne doit pas découvrir qu'il est le roi démon. C'est alors qu'Eitu commence soudainement à voir le souvenir de la façon dont son frère a rencontré un certain type qui l'a trompé pour effacer ses souvenirs pour son propre but, puis l'a étranglé à mort. Eto commence à pleurer, en réalisant que son frère n'a jamais été un lâche comme il l'avait dépeint. Sei se demande ce qui vient de se passer, et Coronet suggère qu'un catalyseur a dû faire en sorte que le dragon remplace certains souvenirs qui y étaient enregistrés. C'est alors que Sai déclare qu'il a pris la décision d'aller secourir Eitu, mais Riri lui dit non. Cependant, il insiste, et Riri répond que cela signifie qu'il devra d'abord passer par elle. Elle lui porte quelques coups, et Hatori essaie de l'attaquer, mais Riri lui dit que cela signifierait qu'elle aide Sai à devenir un roi démon. Hatori répond qu'elle a pris sa décision, et que si le moment vient où Sai devient le véritable roi démon, elle le mettra fin de ses propres mains. Cependant, Sai la fait taire avant qu'elle ne commence à penser que c'était une déclaration héroïque impressionnante, disant qu'il ne deviendra pas le roi démon, il veut juste sauver Eitu. Il force son passage, et se dirige vers le dragon. Il la sauve et maîtrise le dragon au passage.
Le dragon, impressionné par sa force, lui demande son nom, et après que Sai le lui ait dit, le dragon se présente comme Peterhausen. Bro lui dit qu'il a un nom horrible, le dragon répond qu'il peut le changer s'il veut. L'idiot commence à y penser, mais Eitu vient soudainement le traîner, et alors qu'il part, Riri le coince et l'embrasse comme elle l'avait promis. Quelques jours plus tard, Coronei tient une réunion avec un groupe de perdants laids du gouvernement qui décide d'exploiter l'attirance de Sai pour les melons et les gâteaux. Alors il lui confie la mission de lui faire une Dalila. Cependant, il y a une condition. Si elle échoue, elle devra être démise de ses fonctions. Le lendemain à la plage, Sai voit l'arrière-train de Kina et est embarrassée. Mais quand elle le lui reproche, il lui dit qu'elle n'a pas l'attrait pour transformer son petit John Cena en The Rock parce qu'elle a encore l'air d'être juste sevrée. Elle lui dit que cela signifie qu'elle a encore la chance de grandir, mais il répond que c'est assez improbable, à en juger par la lenteur du développement de son cerveau. C'est alors que Sai sent des ballons doux pressés contre lui, l'embarrassant, mais il prétend ne pas être ému. Disant qu'il n'est pas sûr que ses bébés aient du lait, l'effronté retire immédiatement son maillot de bain pour lui montrer la vraie taille, ce qui lui grille presque le cerveau. Il se dit qu'elle a agi de manière dévergondée dernièrement, car elle a failli lui attraper le cornichon quelques jours auparavant, le suppliant de lui donner le Gok 3000. Cependant, le lendemain, elle a failli rendre son usine à bébé inutile parce qu'il ne lui avait pas donné la nuit précédente. Après cela, elle a continué à le déranger pour le développement de l'intrigue. Mais le gars est un noble Sigma qui ne profiterait pas des femmes assoiffées. Allez mon pote, il a même dû s'échapper là où se trouvait Peterhausen. Mais la coquine l'a suivi là-bas parce qu'elle voulait tellement sa viande. Elle lui a demandé s'il aimait Kina, disant qu'elle voulait connaître ses vrais sentiments. Sai s'est demandé pourquoi elle voulait savoir, et elle a répondu qu'elle voulait satisfaire ses désirs coquins. Retour au présent, Koron le force à tenir ses melons, et quand Hattori devient jalouse, elle met sa main pour saisir les siens aussi. Parfait, rendant Hattori si embarrassée qu'elle réagit par un coup d'épée à la tête de Sai. Ensuite, Sai dit à Koron de s'excuser pour le désordre qu'elle a causé, et Coronette dit à Hattori qu'elle voulait seulement s'assurer qu'elle apprenne la voie de la culture. Elle ajoute ensuite qu'Hattori doit être une novice, vu qu'elle s'est facilement affolée, alors elle lui dit qu'elle et Sai lui apprendront à être coquine, pour qu'elle puisse gérer son premier compte OnlyFans réussi. C'est alors qu'il entend l'étudiant parler de la façon dont sa saucisse est restée flasque, même s'il a touché le ballon d'une femme. Alors il pense qu'il doit être une nouille mouillée. Il va s'expliquer, mais tout tombe dans l'oreille d'un sourd. Suite à cela, Sai invite Hattori à nager avec lui, ce que Kina rejoint également. Pendant ce temps, pendant leur moment de plaisir, Kina trouve un concombre de mer et commence à le remuer jusqu'à ce qu'il atteigne son apogée, tirant une crème blanche qui laisse Hattori horrifié et violé. Plus tard, alors que Sai et Hattori parlent, Hattori étant presque excité, Korunae abaisse soudainement son maillot de bain. Hattori est embarrassé et s'éloigne à la nage, immédiatement. Alors, Sai lui demande avec colère à quoi cela servait, et elle répond qu'elle pensait le mettre dans l'ambiance, mais il se met encore plus en colère et lui dit de rester à sa place d'observatrice et d'arrêter de le déranger, lui et ceux qui l'entourent. Elle redevient sobre et s'en va. Plus tard ce soir-là, sur le chemin du retour de la plage, Sai sent qu'il est observé, mais il ne sait pas par qui. C'est alors qu'il voit Miwa se diriger, on ne sait où, et il lui demande où diable il va. Miwa lui dit que c'est sa ville natale, alors il veut rendre visite à sa famille. Il ajoute qu'il y a une légende sur le roi démon sur cette île, ce qui pousse Sai à demander de quoi il s'agit. Miwa révèle que la raison pour laquelle il ne voulait pas qu'il vienne à l'école en bord de mer est que la légende dit que lorsque le roi démon revivra, un monstre surgira du centre de la mer, mais un héros viendrait l'arrêter. Il dit ensuite qu'il est également dit que c'est ce même héros qui vaincrait le roi démon. C'est pense que tout cela c'est des conneries puisque le roi démon a existé il y a 100 ans, et cela a dû être inventé par les gens désespérés de l'île cherchant en quoi mettre leur foi. Quelques heures plus tard, il sort de la fête pour enquêter sur qui pourrait l'espionner. Alors qu'il sort, Coronan le rencontre pour lui dire la même chose. Il lui dit qu'il veut poursuivre l'espion, et Coronet sort instantanément un appareil de détection de mana. Pendant ce temps, la sorcière aux cheveux violets rencontre Peterhausen pour lui dire comment elle compte conquérir le monde avec Sai, ce qui le rend heureux, car il est assez déçu que son maître ne soit pas ambitieux, tout comme toi qui passerais toute la journée à regarder des résumés d'animés. À ce moment-là, Riri apparaît pour informer Eito que Corona a été chargée par la matrice de séduire Sai. La surprenant, Riri dit ensuite qu'elle va s'impliquer désormais et faire de son mieux pour vaincre la matrice, en particulier le ministère de l'intelligence magique, Sai-M au 8. Eto répond que cela signifie qu'elle deviendra son ennemie, et Riri répond qu'elle fera tomber tous ceux qui essaient d'utiliser Sai comme un outil. Après son départ, Eto pense à en parler à Sai, mais comme elle ne peut pas le joindre, elle lui envoie Kina à la place. Kina lui dit qu'un groupe de magiciens habiles et puissants cherche à l'envoyer à une mort précoce, mais Bro ne prend pas cela au sérieux, car la personne qui transmet l'information est un clown. Elle tombe bientôt dans ses bras, et voyant l'épingle à cheveux dans ses cheveux,
Sai lui demande s'ils se sont rencontrés il y a longtemps, mais elle, ne sachant pas de quoi il parle, répond qu'elle était peut-être destinée à le rencontrer. Elle s'endort et Sai se demande pourquoi il est si détendu en sa présence. Le gars tente de l'embrasser, mais elle le surprend et décide de le faire à la française. « Tu peux le faire !» À ce moment-là, Coronats, jalouse, les frappe soudainement, gâchant l'instant. Ils entendent un bruit et une balle atteint Coronats, les choquant. Petite parenthèse, quelques mois auparavant, Miwa avait passé le même examen avec la pipe en forme de canard et on lui avait dit qu'il deviendrait le héros. Cependant, Tori affirma que cela devait être un mensonge. Retour à l'instant présent, Koron tombe au sol et tandis que Sai tente de l'aider, elle lui demande soudainement ce qu'il pense de Kina. Il se demande pourquoi elle pose cette question dans cette situation et elle lui répond que c'est important. Cela pousse Sai à lui demander si elle était fâchée de ce qu'il avait fait plus tôt et elle répond que non, mais que c'est défavorable pour elle. Il lui dit pardon, mais l'idiot lui brise encore plus le cœur en disant que cela pourrait ne jamais lui être favorable. En entendant cela, Kurone lui dit que c'est mauvais pour elle et qu'elle devra peut-être accepter son échec. Elle se tourne vers lui et lui dit que c'est la dernière fois qu'il la verra. Alors elle lui fait ses adieux et part par un portail, choquant Sai, car il est aussi perdu que vous dans un cours de calcul. Pendant ce temps, c'est après son départ que cet idiot se souvient de l'autre partie de l'information qu'Eitu lui avait demandé de transmettre. Eitu avait informé Kina que Kuronei avait pour mission de séduire Sai, et à en juger par son visage qui ressemble à Baba Yaga, elle doutait que Kuronei réussisse, ce qui entraînerait son renvoi en tant qu'observatrice. En entendant cela, Sai se souvient que Kuronei avait dit qu'elle avait accepté son échec. De l'autre côté de l'île, Miwa rencontre sa sœur, mais pendant qu'ils discutent, elle entend des villageois venus rendre visite à ses parents se moquer de lui et dire qu'ils doutent qu'il devienne un héros accompli. En entendant cela, il devient triste et part immédiatement avant de se mordre la langue de rage. Le lendemain matin, sa sœur, Yakiko, visite le dortoir pour demander à Sai s'il est le roi démon, mais il le nie, disant que les gens l'appellent seulement ainsi. Elle lui demande ensuite si son frère est le héros, mais Sai répond naïvement qu'il n'est pas sûr que Miwa veuille le devenir non plus. La fille fond en larmes et s'enfuit, déçue, son frère en larmes, courant également après elle. Voyant cela, Kaina les suit immédiatement, tandis que Hattori reproche à Sai d'être un idiot odieux en refusant à la petite fille ce qu'elle voulait entendre. Pendant que Miwa cherche sa sœur, Kina le rencontre près du lac, et il commence à lui raconter la légende du lac. Il explique soudainement un phénomène introuvable dans aucun manuel de géographie. Il dit aussi à Kina que la marque du héros se trouve sous le lac, et explique en outre que la marque du héros n'est qu'une petite épée plantée dans un rocher du lac, qui ne peut être retirée que par le héros. Miwa ajoute que son grand-père a tout mis en place, donc cela doit être assez inutile, étant donné que le soi-disant héros n'est qu'un grand zéro. À ce moment-là, ils entendent un autre bruit, que Kina reconnaît comme le son d'un homme sur le point de se libérer, et ils se dirigent immédiatement pour voir ce qu'il y a. Ils trouvent en effet un maniaque assoiffé, se comportant comme s'il n'avait pas eu de relation intime depuis 15 ans. Gross invoque un concombre de mer monstrueux, plus grand que celui que Kina avait frotté pour atteindre l'orgasme plus tôt, la choquant. À ce moment-là, ils aperçoivent Yukiko, près de l'orang-outan, laid et dépravé, et dès qu'ils la voient aussi, ils commencent à lui faire des choses coquines. Voyant cela, Miwa lance immédiatement un sort pour la sauver, mais il est instantanément absorbé. Le méchant lui dit que le monstre est une bête qui draine le mana, donc sa magie ne peut pas fonctionner ici. Pendant ce temps, Kina se faufile derrière lui avec sa compétence d'invisibilité, mais il la capture et libère Yukiko. Alors que Yukiko s'enfuit, elle dit à l'orang-outan que son frère, le héros, le vaincra. En entendant cela, il décide de lui montrer que le soi-disant héros est aussi inutile qu'un gardien de but en NBA. Plus tard ce soir-là, Sai et Hattori rencontrent l'orang-outan qui se fait appeler Monsieur X, et en le voyant, Sai réalisa immédiatement que c'était lui qui l'espionnait. Ils réussirent à sauver Kina et Yukiko de lui, et alors que Sai se dirige pour le combattre, Kina lui dit qu'il ne doit pas l'isekaiiser. Pendant ce temps, alors qu'il se prépare à le combattre, Monsieur X le flash soudainement. Il commence bientôt à battre Sai comme un voleur et révèle que Sai n'a aucune chance contre lui car il l'empêche d'utiliser la magie avec son bruit. Il continue à lui botter le derrière si violemment que même Tanjiro aurait pitié de lui. Au même moment, Miwa s'enfonce profondément dans l'océan et soudain, il décide de faire quelque chose face à sa situation pathétique. Il nage jusqu'au fond de l'océan où se trouve la marque du héros et retire avec succès l'épée en utilisant des charabia de motivation qu'il a entendues sur YouTube. Il se transforme soudainement en un Power Ranger à petit budget appelé Brave. Pendant ce temps, alors que Sai continue de subir la raclée de sa vie, il réalise soudainement le principe derrière le bruit de Monsieur X. Il révèle que le bruit dont Monsieur X se vante est le cri de son âme, donc cela signifie que si son propre cri peut être plus fort, il pourra le vaincre. Sai exécute cela immédiatement et bat la sale tête en un instant. Alors Monsieur X recourt à des ruses, tentant d'isekaiiser les filles, mais Korone bloque soudainement l'attaque, surprenant Sai qu'elle soit de retour. Elle lui dit qu'elle a réussi à négocier un accord de plaidoyer
et charge ensuite Monsieur X pour le neutraliser car il est l'un des 8 de Sai. Après l'avoir assommé, Coron dit qu'il y a un plus gros problème à gérer, le concombre de mer monstrueux qui est occupé à gicler sur toute la ville. Alors qu'il court vers la ville, il voit soudainement notre Power Ranger à petit budget voler vers elle, et avant qu'il ne s'en rende compte, il oblitère complètement le monstre. Ensuite, Brave arrive en volant vers Monsieur X, ayant l'intention de l'achever, mais Sai l'arrête rapidement, lui demandant pourquoi il veut l'isekai Iser. Brave s'envole, et quelques secondes plus tard, Miwa apparaît en courant de l'autre côté. Surpris, Sai lui demande comment il a survécu, et il répond qu'il a été sauvé par Brave. Dans la scène suivante, Coronet informe Sai des développements au ministère. Il lui demande si la chose de la séduction est toujours d'actualité, et elle répond oui. Sai lui dit alors qu'il n'y a aucune chance qu'elle réussisse, puisqu'il en est maintenant conscient, et elle dit qu'elle n'a fait tout cela que pour éveiller son côté coquin, puisqu'il était trop indifférent aux femmes. Son plan original était de le faire épouser une fille décente, elle suggère ensuite qu'il épouse Hattori, la choquant, et elle s'enfuit, embarrassée. De l'autre côté de l'académie, Turia va étreindre qui que ce soit, lui demandant pourquoi Sai n'est pas mort dans le labyrinthe. Et le gars répond que Sai était censé libérer le sceau dans les ruines et mourir, mais l'avenir a changé puisque quelqu'un d'autre a libéré le sceau. Il ajoute que Sai a réécrit l'avenir de l'homme grâce à sa croissance rapide, mais le cerveau de Turia est trop lent pour comprendre sa parabole. Elle suggère de tourmenter Hattori ensuite, mais le gars répond que le problème avec la famille de Hattori n'est pas son putain d'affaire. Tyria part immédiatement, et le gars sort un pendentif qui affiche l'épingle à cheveux oiseau Twitter. Il y a environ 10 ans, Sai a donné à une fille une épingle à cheveux coûteuse qu'il avait achetée avec son argent de nourriture juste pour lui faire plaisir. Et en quittant l'orphelinat, il lui a dit que si elle ne jetait pas l'épingle à cheveux, il ne l'oublierait pas et qu'il pourrait sans trop se revoir. Retour au présent, Kina réveille Sai pour lui demander sa date d'anniversaire et il lui dit que c'est censément le même jour que Noël. Kina se demande pourquoi il n'est pas sûr et il répond qu'il ne connaît pas le jour exact, mais qu'il a s'était laissé devant l'église le jour de Noël. Elle lui dit aussi qu'elle ne connaît pas sa date d'anniversaire, alors elle a choisi une date pour elle-même. À ce moment-là, Sai revoit son épingle à cheveux et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés, expliquant qu'il l'avait donnée à une fille il y a 10 ans. Il lui demande comment elle l'a eu, mais elle ne s'en souvient pas. Voyant qu'il est si préoccupé par cela, elle conclut qu'il cherche seulement tous les moyens de prouver qu'ils sont liés par le destin. Du côté d'Eitu, tout en contemplant ses prochains mouvements, elle rêve de Sai léchant ses pêches. Cependant, en réalité, elle se retrouve attaquée par un escargot monstrueux. Frustrée, elle canalise sa magie pour maîtriser la bête. Juste au moment où elle croit qu'il est vaincu, la créature tente un retour, la forçant à déchaîner un autre sort puissant, le déchirant complètement. Puis elle trouve soudainement un œuf dans les restes du monstre. À ce moment-là, Peter Howson arrive et lui demande ce qu'elle fait. Cachant rapidement l'œuf, Eital affirme qu'elle a éliminé des créatures magiques pour assurer la sécurité de Sai. Il s'avère que le nombre de bêtes magiques a augmenté depuis que Sai s'est éveillé en tant que roi démon. Pendant ce temps, Sai et Miwa regardent Power Rangers à la télévision. Miwa encense avec enthousiasme le nouveau héros, car s'il ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. D'autre part, Kina dévore sans réfléchir, bol après bol de riz, comme une gloutonne de votre ville natale. Après son départ, il s'enquiert d'elle, et Miwa explique que Kina manque de fortes capacités magiques, ce qui fait que les autres la méprisent. Dans leur société, les utilisateurs de magie sont considérés comme l'élite, faisant d'elle une paria. Coron intervient pour élaborer sur la nature du mana et quelques jargons d'anime dont vous ne devriez pas vous soucier. Déterminé à changer le monde, Sai se donne pour mission d'aider Kina à prouver sa valeur. Quand il l'approche plus tard, l'invitant en classe, elle enlève inopinément ses vêtements et s'envole avec sa magie invisible, laissant Sai stupéfait alors qu'il la poursuit comme un idiot sans cervelle. À son retour, Coron souligne que l'association de Sai avec Kina a également nui à sa propre réputation, car être l'allié du roi démon s'accompagne de son propre stigmate. Plus tard à la cafétéria, Sai informe Kina qu'il a l'intention de rompre les liens avec elle. Cependant, elle interprète complètement mal ses paroles, convaincue qu'il essaie de la protéger. Elle lui donne immédiatement le plaisir de sa vie avant de repartir. Hattori regarde, jalouse comme d'habitude, mais quand Sai la surprend à regarder, elle répond rapidement par un salut maladroit. Suite à cela, ils se rencontrent sur le toit, et Sai exprime son inquiétude concernant la nonchalance de Kina envers son académie, lui demandant si elle peut l'aider. Mais elle s'agace et part, disant qu'elle ne peut pas l'aider. Cependant, elle regrette bientôt sa réponse. Pendant ce temps, dans la chambre d'Atto, elle s'occupe soigneusement d'un œuf, espérant qu'il éclosera en une bête magique pour Sai. Épuisée, elle s'assoupit, donnant à Kana l'occasion parfaite de s'emparer de l'œuf pour son propre plan ridicule. Au lieu de respecter son but, elle l'apporte à ses amis le lendemain, et il suggère de faire une omelette, puisqu'il est assez grand pour tout le monde. Quand Sai touche l'œuf, il grossit soudainement, et se fissure, révélant un bizarre poulet monstrueux à 2 têtes. Presque immédiatement, il se déchaîne, attaquant tout ce qui est en vue. Sai tente de l'arrêter,
Mais ses efforts ne font qu'une petite brèche. Alors qu'il se précipite pour protéger Kina, il réalise que tout ce désordre a commencé à cause de son coup imprudent. À ce moment-là, Atto arrive, révélant que c'est elle qui a nourri la créature et peut la maîtriser. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, la bête à deux têtes la saisit et commence à déchirer ses vêtements. Sei intervient rapidement, la sauvant avant que la situation ne s'aggrave. Malheureusement, la créature s'échappe, chargeant vers la ville et détruisant tout sur son passage. Mais le chaos ne dure pas longtemps, car Brave fait soudainement sa grande entrée. Miwa enfile son costume et passe à l'action, affrontant férocement la bête. La bataille est intense, mais Brave prend régulièrement le dessus. Au milieu du combat, il aperçoit un civil piégé en dessous. Il se précipite rapidement pour les rassurer, seulement pour découvrir que c'est une fille qui, de manière surprenante, l'embrasse en signe de gratitude et lui demande de garder le secret. Le lendemain, Sei raconte les événements récents, mais Riri le rassure en disant que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin de s'y attarder. Alors que Sei sort de la pièce, il croise Kina une fois de plus. Elle l'informe qu'elle prévoit d'assister aux cours plus régulièrement à partir de maintenant, le surprenant. Cependant, après son départ, Pearl réalise que les vacances commencent le lendemain, donc la décision de Kina est inutile. Pendant ce temps, de retour en classe, Hattori demande à Kuronet à propos de la chose du mariage qu'elle avait suggérée l'autre jour pour savoir si elle plaisantait ou quelque chose, et Kuronet répond qu'elle ne plaisantait pas. Elle mentionne nonchalamment qu'elle est au courant des antécédents familiaux de Hattori et a déjà envoyé une invitation officielle à son père, et il a accepté la demande pour une réunion de proposition de mariage formelle, la choquant. Plusieurs années auparavant, un homme riche a visité l'orphelinat de Sei pour faire des dons, et tandis que les enfants le remerciaient, il leur a dit de remercier Dieu à la place, car il n'a fait que ce qui est attendu de lui en tant que croyant. Sei est devenu défiant, et a dit qu'il ne remerciait pas un dieu mythique qui n'existait pas. L'homme s'est mis en colère et lui a dit de s'excuser, mais Sei est resté têtu malgré les nonnes qui tentaient noir de le mettre en garde. Dans le feu de l'action, une nonne lui a dit que parfois il devait baisser la tête même s'il avait raison, mais Sei a répondu qu'il ferait en sorte que cela ne lui arrive plus jamais tant qu'il vivrait. Retour au présent, Hattori commence à s'inquiéter de la façon dont elle va annoncer à Sei que son père veut le rencontrer concernant la proposition de mariage. Koron la surprend et dit qu'elle sait qu'elle a du mal à digérer cela parce qu'elle s'imagine déjà avec Sei au lit. Cependant, Hattori le nie, disant que le mariage n'est de toute façon qu'un arrangement politique, mais Koron lui dit d'arrêter le taxi car si ce n'était que ça, cela aurait été facile pour elle. Hattori dit qu'elle ira lui dire alors, mais quand ils arrivent chez lui, elle devient très timide. Cependant, elle réussit à lui dire de l'accompagner pour voir son père pour des blablabla politiques, mais elle ne lui dit pas expressément qu'ils sont sur le point de le piéger dans un mariage sans contrat de mariage. Suite à cela, tandis que Sei traverse l'enceinte de l'école, il surprend le gars blond et le directeur parlait de l'apparition récente de monstres. Le gars blond mentionne qu'il y a eu une augmentation récente de leur activité depuis que le roi démon s'est éveillé, tout en regardant Sei s'éloigner. Sei comprend qu'il le désigne comme la cause, alors il le confronte, mais le gars lui demande s'il n'a pas encore remarqué sa responsabilité. Ensuite, il se dirige vers la ville natale de Hattori, et juste au moment où ils arrivent, une fille les attaque, soudainement. Mais Hattori l'empêche rapidement. Il s'avère que c'est la sœur de Hattori, Yuko, et elle teste juste leurs compétences réflexes. En la voyant, Miwa se souvient instantanément que c'était la prétendue Mary Jane qui l'avait embrassée. Sur le chemin pour voir le père de Hattori, Yuko dit à Miwa que Sei sent la bête magique. Elle révèle qu'elle est sensible à cela parce qu'elle a été mordue par une bête magique quand elle était enfant et qu'une partie du mana de la bête a pénétré dans son corps. En rencontrant le père de Hattori, il pose à Sei des questions liées au mariage. Mais le gars ne comprend rien et donne juste sa parole naïvement de protéger Hattori tant qu'il vivra, rendant le père si excité qu'il organise un festin. Pendant que tout le monde festoie, le gars se demande pourquoi ils sont excités par cela. Et plus tard cette nuit-là, alors qu'il se prépare à dormir, Hattori lui rend visite, prête à aller jusqu'au bout avec lui après de nombreuses réflexions préalables. Cependant, il l'arrête avant qu'elle ne puisse sortir ses seins et lui demande si elle fait cela à cause de sa famille. Elle mentionne ensuite les discussions de mariage en cours, s'excusant de ne pas lui avoir dit plus tôt. Cependant, l'idiot sans cervelle pense qu'elle a refusé de lui dire parce qu'elle ne veut pas l'épouser. C'est à ce moment-là qu'elle a su qu'elle était avec le gars le plus stupide de toute la civilisation humaine, après vous, bien sûr. Brad. Elle part en larmes, disant à Sei d'oublier tout ce qui s'est passé cette nuit-là, faisant se demander à Sei ce qu'il a fait de mal. À ce moment-là, des assassins du village apparaissent soudainement de nulle part, ayant l'intention de l'éliminer parce qu'il a fait pleurer leur princesse. Il court pour sa vie immédiatement et ils le poursuivent, mais il est sauvé lorsque ses poursuivants tombent soudainement dans un piège. Cela le surprend et il réalise bientôt que Teruya l'a sauvé. Elle lui dit de l'accompagner pour avoir le plaisir de sa vie, mais Sei répond qu'il ne fréquente pas les filles petites, l'agaçant. Elle menace de l'envoyer au Nirvana à la place, mais le gars ne baisserait pas son pantalon même sous la menace d'un couteau,
contrairement à vous qui n'avez même pas besoin d'être menacé. Teruya dit ensuite qu'elle veut voir comment il empêcherait Kina de se faire isekaiser, le choquant. Pendant ce temps, Kina attend Sai, alors qu'elle fête son anniversaire. Cependant, elle est surveillée par des types louches en mission pour l'isekaiser. Turiya révèle que les assassins ont été envoyés par son père, l'archevêque. Elle dit en outre que sa famille est responsable d'éliminer quiconque le soit juge dangereux, et pour une raison quelconque, leur cible, cette fois, est Kina. Sei se met en colère et libère instantanément une décharge de puissance qui effraie terriblement Teruya. Elle s'enfuit immédiatement, et Koronasun apparaît, disant qu'elle n'a pas pu obtenir d'informations. Sei lui dit de la transporter à l'académie, mais elle refuse, disant qu'elle travaille pour les appariés, et leur décision est absolue. Sei cependant insiste pour y aller, et elle lui dit alors qu'elle devra l'arrêter à tout prix en sortant son pistolet. Mais ensuite, elle laisse tomber son pistolet et s'approche de Sai, afin qu'il puisse lui tirer la queue, la désactivant. Pendant ce temps, Yuko, qui est également à proximité, commence soudainement à réagir au mana de la bête magique à l'intérieur de son corps. Sei s'en fiche de toute façon et marche vers un arbre voisin pour ouvrir un portail qui le transporte à l'académie. À l'académie, les types louches sont sur le point d'isekaiser Kina, mais à ce moment-là, le gars blond apparaît soudainement et commence à trancher jusqu'à ce qu'il les achève tous, sauvant Kina. C'est Yamato, le garçon Kiro. Ensuite, il dit à Kina qu'il l'a toujours attendu, affirmant qu'il lui a donné l'épingle à cheveux. Sai arrive à ce moment-là et est surpris que Yamato ait sauvé Kina. Cependant, Yamato répond que Kina est une identité après tout, avec laquelle il prévoit de fusionner pour atteindre le corps énorme nécessaire pour conquérir les dieux. Cela pousse Sai à lui demander pourquoi le Suara a alors donné l'ordre de l'isekai Iser, et Yamato répond qu'il a été rejeté par les dieux. Réalisant que Yamato n'a sauvé Kina qu'en raison de son désir égoïste de l'utiliser, Sai déchaîne son pouvoir, affirmant qu'il la protégera. Yamato coupe le bras de Sai, mais il se régénère instantanément. Et quand il tente de le trancher à nouveau, Eitu apparaît soudainement avec des bêtes magiques, déclarant qu'elle a trouvé une méthode pour faire obéir les bêtes magiques, afin que Sai puisse les utiliser. Sai accepte immédiatement de les utiliser, et Yamato lui demande s'il veut vraiment utiliser ses pouvoirs maudits. Sai répond qu'il va mettre fin à cette histoire où Dieu ordonne la mort des hommes. En entendant cela, Yamato lui dit que c'est pourquoi il est le roi démon, car c'est lui qui détruira le monde. Alors que les deux gars se préparent à s'affronter, des bêtes magiques ravagent l'académie, réduisant tout l'endroit en ruine. Voyant cela, Yamato tire son épée, prêt à affronter Sai. Atto, confuse, souligne que les attaques basées sur le mana ne devraient même pas être possibles dans ce domaine protégé. Mais Sai, il hausse juste les épaules et dit que l'attaque n'a rien à voir avec le mana. Pendant ce temps, Hiroshi fonce vers le champ de bataille, dans son costume de brave, se demandant si Sai est vraiment devenu incontrôlable. Du côté de Teruya, elle observe tout cela se dérouler, s'excitant pour de l'action. Son père apparaît soudainement, couvert de sang, et à peine en vie. Dans son dernier souffle, il lui révèle que Yamato Puchiru est l'auteur de cette atrocité et qu'elle doit absolument perpétuer l'héritage de leur famille. C'est très important. Tyria hoche la tête, puis l'achève elle-même sans hésitation. Du côté d'Atori, sa famille observe la scène en direct à la télévision, et son père décide qu'il est temps d'intervenir. Bien que leur clan ne s'entende pas vraiment avec celui de Teruya, il insiste sur la nécessité de s'unir face à ce mal bien plus grand qui les menace tous. À ce moment précis, la grand-mère de Hattori surgit et lui tend l'épée familiale, une lame qui n'a pas été dégainée depuis des lustres. Apparemment, elle ne s'ouvre que quand elle en a envie, c'est donc une épée qui a de sérieux problèmes d'engagement, on dirait bien. De retour sur le champ de bataille, Sai et Yamato s'affrontent enfin, l'épée de Yamato se révèle bien trop puissante, et la régénération de mana de Sai ne peut absolument pas suivre le rythme, juste au moment où Yamato s'apprête à porter le coup fatal, le coup de grâce. Eitu intervient, s'empare de Sai, et s'échappe en sprintant sur le dos d'une bête magique. Pendant ce temps, les ninjas de Tsuruya et Hattori commencent à se rassembler, et à élaborer leur prochaine stratégie, leur prochain mouvement. Tsuruya, désormais aux commandes, décide d'envoyer Hattori et sa sœur dans une mission suicide pour récupérer la lame familiale. Hattori hésite, mais Tyria s'en moque complètement. Elle veut juste cette épée pour ses propres raisons. Il remarque d'étranges marques autour de son cou, il faut bien les signes d'un homme de la bête magique. Et au lieu de s'attaquer au problème principal, l'idiot s'énerve contre ça, pour avoir laissé une fille dans un tel état, c'est vraiment n'importe quoi. Revenons à Sai. Hytog le précipite vers Peterhausen pour obtenir de l'aide, ils atteignent le directeur à l'entrée de la tanière du dragon, et celui-ci s'interpose pour retenir Yamato pendant que Sai et Eitug continuent leur chemin à l'intérieur, sans perdre une seconde. En chemin, ils croisent Riri, qui entame son habituel bavardage incessant, mais ils la dépassent et arrivent enfin à leur destination. Sai et Peterhausen se retrouvent, et le dragon lui dit qu'il est grand temps de libérer tout son potentiel, de le laisser s'exprimer pleinement. Sai déclare qu'il va Isekai Dieu, ce qui fait pâmer Etto devant une telle audace. Sautant sur Peterhausen, Sai s'envole dans les cieux. Il se dirige droit vers Yamato, mais Yamato, lui, est déjà prêt à l'affronter, il l'attend de pied ferme. Au moment où il s'apprête à frapper, le directeur l'intercepte.
Pendant ce temps, Hattori tente une attaque furtive, mais son épée légendaire refuse toujours de se dégainer. Agacée mais déterminée, elle grimpe sur Pederhausen, seulement pour que Sai la prenne à la manière d'une princesse et lui chuchote des mots doux, des promesses de gâteaux et de petits pains, juste après que tout cela soit terminé, bien sûr. Puis, sans le moindre avertissement, il la dévore purement et simplement du dos du dragon. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez chaotiques, Brave apparaît soudainement et en râlant sur la façon dont il va détruire la philosophie même de Dieu, mais Brave, absolument pas déstabilisé, ne comprend rien et continue de frapper, car il veut être le protagoniste de cette plus intense, le héros principal. Pendant ce temps, Hattori et Nuko fauchent les bêtes magiques tandis que Teruya, depuis son centre de commandement, suit les conseils d'un homme louche à lunettes, un individu très suspect. Ce type, manifestement en train de comploter, envoie un assassin aux trousses de Hattori et Nuko pour s'assurer que Teruya reste au pouvoir. De retour dans le ciel, Sai est sur le point d'achever Brave quand, surprise, Brave sort une toute nouvelle combinaison, résistante aux attaques et capable même de drainer le mana des autres. C'est incroyable. À cet instant précis, un dirigeable gigantesque fonce droit sur Psy, envoyé par le gouvernement pour anéantir absolument tout sur son passage. Avec Pederhausen à pleine puissance, Psy affronte le dirigeable dans une bataille acharnée et sans merci, une lutte sans fin. Au sol, le directeur révèle enfin son grand secret. Il était l'un des guerriers qui ont vaincu le dernier roi démon aux côtés de Yamato. Et maintenant, il connaît la véritable ambition de Yamato, devenir lui-même le prochain roi démon, c'est une révélation majeure. Alors que les deux s'affrontent en bas, la bataille dans le ciel atteint son paroxysme. Sei parvient à abattre le dirigeable, mais à quel prix? Sa réputation, déjà en lambeaux, s'enfonce encore plus profondément, c'est une catastrophe pour lui. Brave, inquiet du sort de Sai, observe Kina qui se met soudainement à divaguer sur la guerre et le génocide. Eto tente de la ramener à la raison, mais Kina insiste sur le fait que peut-être tout faire exploser est la seule et unique façon d'apporter la paix, une paix durable. Des années plus tard, il s'avère que Yamato est en réalité un voyageur temporel, le gars était éperdument amoureux d'une version adulte et blonde de Kina, mais les choses ont mal tourné quand elle est devenue une singularité pour le cri du roi démon, c'est une situation complexe. Déterminé à la revendiquer, il a commencé à la poursuivre à travers le temps, tel un harceleur avec un doctorat et une obsession dévorante. Il raconte les événements au directeur, force, affirmant bien trop faible pour l'affronter. Au moment où Yamato s'apprête à l'achever, Brave débarque sur les lieux. Agissant comme s'il était le personnage principal, il tente de se battre seulement pour se figer. Car coup de théâtre, un rebondissement inattendu se produit. Yamato est le type même qui a fabriqué sa combinaison. Au lieu de se battre, Brave passe en mode Talk no Jutsu et parvient on ne sait comment à convaincre Yamato de l'emmener à l'intérieur de l'ancienne grotte de Pederhausen pour une raison encore totalement inconnue. Pendant ce temps, Hattori continue de combattre des bêtes magiques, tandis que Yuko ne tient qu'à un fil, sous assistance respiratoire. Ailleurs, Riri se bat contre toute la lignée de Toriya, qui est à la recherche des restes de Sai, c'est une situation très tendue. Pour semer la discorde, elle accuse audacieusement Teruya d'avoir assassiné son propre père, déclenchant un chaos total dans ses rangs. Après avoir éliminé quelques ennemis de second ordre, Teruya elle-même entre en scène, balayant l'accusation comme de fausses nouvelles, des rumeurs infondées. Elle rassemble son escouade et encercle Riri, tentant d'intervenir sur le champ. Du côté d'Eto, elle joue les gardes du corps pour Kina et le dispositif de contrôle des bêtes magiques, mais elle commence sérieusement à soupçonner la présence d'un traître parmi eux, c'est une situation délicate. Il s'avère que c'est ce type élastique en caoutchouc de tout à l'heure, le même qui avait tenté de se débarrasser de Hattori. Eto lui lance tout ce qu'elle a, mais le gars encaisse absolument tout, comme s'il était fait d'une autre trempe. Juste au moment où les choses s'annoncent sombres pour Riri et Eto, le conseil étudiant arrive enfin et les sauve, c'est un soulagement. Le vice-président bloque les attaques de Rubberman avec son corps, tandis que les autres éliminent les ennemis de second ordre autour de Riri, rééquilibrant ainsi le rapport de force. Puis Yamato se rapproche d'Eito. Elle le voit comme l'idiot qui a assassiné son frère. Mais tout ce qu'il voit, lui, c'est Kina, et rien d'autre. Il tente de se justifier, mais Kina change soudainement de personnalité, parlant d'une voix mature et d'un autre monde. Elle dénonce l'égoïsme de Yamato, affirmant que c'est précisément pour cette raison qu'il ne réussira jamais, jamais de la vie. Yamato rejette sa sagesse, et au lieu de cela, la kidnappe, Eto tente de l'arrêter, animée à la fois par la vengeance et le devoir, mais Yamato la frappe d'une vérité brutale, lui disant qu'elle ne fera jamais la différence avec un grand cœur et de tels atouts, c'est une réalité dure. Il s'enfuit ensuite avec Kina à Tao. Pendant ce temps, Rubberman se libère du piège du vice-président et se déchaîne à nouveau, forçant Eito à fuir vers le laboratoire dans un ultime effort, une tentative désespérée pour s'en sortir. De retour auprès de Riri, Teruya intensifie les choses en invoquant Hattori, la forçant à combattre Riri. Hattori refuse d'abord, mais lorsque Teruya menace d'utiliser Yuko comme moyen de pression, elle n'a absolument plus d'autre choix que d'obéir, c'est une situation terrible. Priant pour que Sei soit encore en vie d'une manière ou d'une autre, elle s'avance pour combattre. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, le propre conseiller de Teruya, le même manipulateur qu'il fait partie de Sinoate qui a abattu le Teruya et celle qui a assassiné son père, le chaos leur offrant une anéantir le conseil étudiant s'échappe, tandis que Riri défait Hattori. C'est une victoire importante pour elle. Elle lui dit que si elle peut sauver sa sœur, tant mieux, c'est parfait. Sinon, pas de rancune, car Hattori était de toute façon plutôt inutile, il faut bien l'admettre. Teruya, voyant ses plans s'effondrer, décide d'achever Yuko elle-même, sans plus attendre.
Mais juste avant qu'elle ne puisse agir, Brave arrive, sauvant sa protégée et la projetant hors de là, aux côtés de Yamato. Pendant ce temps, au laboratoire, Eitu et le vice-président tentent un piège. Tandis que le VP occupe Rubberman, Eitu sort l'artillerie lourde, de l'azote liquide, une arme redoutable. Elle parvient à geler et à briser le type, mais sa moitié inférieure réussit à s'échapper. Leur mission accomplie, ils retournent sur le champ de bataille pour aider les autres. Hattori étant hors de combat, Riri obtient enfin sa revanche contre Teruya. C'est le moment tant attendu. Elles se battent, mais Teruya s'échappe furtivement. Puis Riri affronte le marionnettiste. Le type tente de proposer une trêve, mais elle n'en veut absolument pas. Ils s'affrontent et il commence à la repousser jusqu'à ce qu'Eito arrive en renfort, juste à temps pour l'aider. Les deux font équipe et l'anéantissent. Mais ils réalisent de loin que le corps n'était qu'une autre marionnette. Le vrai survit et s'éclipse, espérant ne plus jamais croiser le chemin de Riri. Juste au moment où tout le monde pense que le champ de bataille terminé, entier s'arrête pour assister à son retour d'entre les morts. Débris du dirigeable. C'est un événement incroyable. Exhibant à la fois se regroupant avec ses alliés et ses abdominaux confirme sculptés, que Kiena a disparu. C'est un retour spectaculaire. Pendant sans perdre un instant, Turia il donne à Hattori un dernier ordre et part du côté d'Anélope. Tout cela, mais Hattori décide enfin qu'elle en a assez, qu'elle ne supporte plus rien. Tout le monde panique. Elle dit à Teruya qu'elle n'a pas le choix, fermer, car désobéir détruirait officiellement le dos à sa famille. Embrasse, c'est une chemin de l'amour net plutôt que le devoir familial. Elle dégaine la légendaire lame Suhora, une arme transmise de génération en génération au sein de son clan, montrant clairement qu'elle fera désormais les choses à sa manière, selon ses propres règles. D'un seul coup, elle anéantit tous les laquais de Teruya et domine complètement Teruya elle-même. Juste au moment où elle s'apprête à porter le coup de grâce, Kuroné l'interrompt, affirmant qu'ils ont besoin de Teruya vivante afin qu'elle puisse expier ses péchés. C'est une condition essentielle. Pendant ce temps, Hattori regarde Sai disparaître à l'horizon, se souvenant de sa promesse de lui taper les fesses jusqu'à ce qu'elle soit rouge, et lui souhaitant silencieusement bonne chance. Dieu altère le mana de certains humains, il commence à interroger Peterhausen chaque fois que l'un demeure, absolument un siècle s'écoule avant sans rien laisser au hasard. C'est un cycle sans fin et bien établi. Sai écoute attentivement, renforçant sa détermination à briser ce système de malédiction une bonne fois pour toutes, définitivement. Mais avant qu'il ne puisse faire le moindre mouvement, la tension crépite Brave réapparaît sur scène. Brave exige de savoir pourquoi Sai tente d'éliminer Dieu. Pour un Sai déclare calmement qu'il veut changer l'intégralité du système. Final. Mais Brave soutient que certaines choses doivent être protégées, désignant la femme qu'il a sauvée en devenant un héros, un véritable sauveur. Sai, imperturbable, lui dit qu'il peut assurer sa sécurité si on lui en donne l'occasion, mais Brave est déjà suffisamment blessé. Sans le moindre avertissement, il lance une attaque, déterminé à faire taire les ambitions de Sai de ses propres mains, une fois pour toutes. Alors que leur bataille commence, Peterhausen ressent une peur écrasante due à la capacité de négation de mana de Brave. Désespéré, il demande à Sai comment la contrer. Sai répond simplement qu'il l'affrontera de front, et ainsi il charge, permettant au coup dévastateur de Brave d'atteindre sa cible sans aucune hésitation. L'attaque anéantit la moitié du corps de Sai, et alors que l'énergie le déchire, Brave ressent un pincement de culpabilité tandis qu'ils tombent tous deux vers le sol. Brave lutte pour les sauver, mais sa combinaison manque de puissance pour les retenir tous les deux, c'est une situation critique. Elle entre en mode de survie d'urgence. Juste à ce moment-là, le corps de Sai guérit rapidement et il les rattrape tous les deux, atterrissant en toute sécurité. Alors qu'il tend la main vers le masque de Brave, regardant Brave, le brise, révélant Miwa en dessous, en lui disant observant que tout ira bien. Yuko se précipite vers eux et voit le visage exposé de Miwa. Il s'excuse de l'avoir trompé, mais elle lui pardonne, l'embrassant très fort, avec beaucoup d'émotion. Sai cependant n'a pas le temps de s'attarder. Il reprend sa mission, mais avant qu'il ne parte, Miwa le supplie de guérir la réaction de Yuko aux bêtes magiques. Sai rejette la demande et déclare qu'une fois qu'il aura isekaiisé Dieu, absolument tout changera, de fond en comble. Il révèle ensuite qu'il prévoit de faire prendre la place de Dieu à Peterhausen et de remodeler complètement le système. Miwa souligne l'ironie du fait que les actions de Sai le feront apparaître comme s'il tentait de conquérir le monde, mais Sai se fiche éperdument de ce que les gens pensent, absolument pas concerné. Pendant ce temps, Yamato transporte Kina à travers une installation abritant le centre de contrôle de Dieu, éliminant absolument tout le monde sur son passage. Il explique à Kina son plan pour remplacer Dieu et refaire le système. Cependant, Kina, dont le corps héberge une autre entité, le prévient que ses efforts sont totalement futiles, qu'ils ne mèneront à rien. Elle insiste sur le fait qu'elle est l'identité, et que fusionner avec le roi démon est son destin, sa destinée inéluctable. Yamato refuse d'accepter cela. À ce moment précis, malgré ses échecs une entrée dramatique, déclarant qu'il sauvera Kina, détruira Dieu et anéantira le système actuel. Yamato rend la main et lui tire sa lame et attaque Sai, sans la moindre hésitation, avec une grande détermination. Il le tranche en deux, seulement pour réaliser que ce n'était qu'une illusion. Sai apparaît par derrière et lui porte un coup dévastateur, le projetant au loin. Il clarifie ensuite leurs différences. Bien que leurs objectifs semblent similaires, il a l'intention d'éliminer Dieu, et non de le contrôler, c'est une distinction cruciale. À ce moment précis,
Un soldat reconnaît Sai comme le roi démon et révèle une vérité absolument horrifiante. Les rois démons existent pour fusionner avec l'identité et ensuite anéantir l'humanité. C'est un destin terrible et inéluctable. Chaque siècle, Dieu les utilise comme un mécanisme de purification. Sai le reconnaît, mais refuse de fusionner avec Kina. Il jure de briser ce cycle infernal. Les filles de l'installation affirment que tout cela fait partie du plan de Dieu depuis le début des temps. Si Sai détruit Dieu de l'extérieur, cela n'apportera que le chaos le plus total. Mais Sai reste impassible. Il mettra fin à ce cycle vicieux, prouvant que Dieu n'est rien de plus qu'un simple système. Soudain, l'installation s'élève dans le ciel, activant ses défenses finales, ses dernières salles à protection. Sai invoque Peterhausen pour une dernière mission, une mission cruciale. Il est déterminé à aller jusqu'au bout, même si cela signifie sa propre mort. Kina, ne voulant absolument pas le laisser mourir, le suit. À l'intérieur, Peterhausen fait exploser un trou dans l'arbre de vie, leur permettant d'entrer dans un pseudo-royaume, un espace étrange. Il avertit Sai que cet endroit dépasse l'entendement humain, qu'il est au-delà de toute compréhension. Une vague d'archers les attaque soudainement, mais Peterhausen avance sans être affecté, si ne serait-ce qu'un seul fil est imperturbable, le processus échouera. Atteignant le noyau, Alors que les archers renouvellent il leur déploie assaut, des Sai les fils de repousse son pour protéger corps pour Peterhausen, absorber mais il a Dieu. du mal, il peine. C'est une manœuvre Voyant cela, audacieuse. Peterhausen prend une décision drastique, une décision radicale. Il libère tout le mana inexploité de Sai pour le rendre plus fort, beaucoup plus fort. La décharge de puissance confère à Sai une force immense, anéantissant les forces ennemies. Cependant, juste au moment où l'absorption est presque terminée, la défense finale de Dieu est activée. C'est un dernier rempart. Un trou multidimensionnel qui menace de les consumer, de les engloutir, réalise qu'en libérant toute sa puissance, il peut détruire le trou, Dieu et le pseudo-royaume. Mais il hésite, se remettant en question, doutant de sa capacité. Puis, résolu à aller jusqu'au bout, il se prépare à tout libérer. Kina l'interrompt, suppliant Peterhausen d'assurer la survie de Sai. Le dragon promet de le protéger, même si cela signifie sa propre disparition, son propre sacrifice ultime. Laissant derrière lui une dent en guise de souvenir, Peterhausen se sacrifie douloureusement, provoquant une explosion aveuglante qui anéantit l'installation et Dieu lui-même. Dans les conséquences, Kiena entre dans un mystérieux royaume spirituel où elle rencontre une version alternative d'elle-même. C'est une rencontre inattendue. Cette autre soi révèle qu'elle est la raison pour laquelle Kiena a été ciblée depuis le début, depuis toujours. Réalisant qu'elles peuvent offrir à Sai une vie normale, les deux fusionnent Heureusement, leur volonté Sai émerge et vivant passent à et l'action. retrouve ses amis. Alors que Étrangement, les souvenirs de son identité de roi démon le monde ont été entier effacés est de témoin l'esprit de la tout le monde, destruction de à l'exception Dieu. de ses alliés les C'est plus un proches. événement historique. C'était l'œuvre de Kina, offrant à Sai la chance de vivre comme un lycéen ordinaire, une vie normale et paisible. Cependant, la paix ne dure qu'un court instant, car ce canard, sous l'effet d'une drogue bon marché, identifie une fois de plus Sai comme le roi démon, marquant le début d'un autre problème, d'une nouvelle série de complications. Fin. Si vous aimez les avez apprécié ce récapitulatif comme récapitulatif, celui-ci, alors n'hésitez regardez pas cette à vidéo applaudir le juste bouton ici, j'aime sans plus et à attendre. vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour plus d'aventures riches en rebondissements.